Je ne suis pas quelqu'un de bien. Il n'y a vraiment pas d'autre manière de le dire. À ce stade de ma vie, je l'ai accepté. Depuis toujours, la vie ne m'a jamais fait de cadeaux. Et malheureusement, j'ai joué avec les cartes qu'on m'avait distribuées. Je ne cherche pas non plus votre compassion. Les choses sont ce qu'elles sont. Cela étant dit, j'espère que vous comprendrez pourquoi je raconte cette histoire dans l'anonymat le plus total. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais l'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a presque 20 ans. Au début des années 2000, j'étais tombé. Plus bas que jamais. Je m'attirais constamment des ennuis. Cambriolage, bagarre. Vous voyez le genre? La liste était interminable. Puis il y a eu cette nuit effroyable, celle où j'ai failli recevoir exactement ce que je méritais. À cette époque, pendant environ 6 mois, je me livrais à un petit jeu malsain. Tous les 2 ou 3 jours, je me rendais dans une petite ville différente, perdue au milieu de nulle part. Comme je ne restais jamais longtemps, au même endroit, trouver ce genre de bourgade était extrêmement facile. Il existe littéralement une quantité incalculable de petites villes aux États-Unis. Une fois arrivé, je passais un moment à observer les environs, à la recherche d'un couple âgé. Mes victimes idéales devaient toujours paraître vieilles, fragiles et sans défense. C'est difficile à expliquer, mais elles devaient également donner l'impression d'être faibles. Je sais que cela peut sembler vague, mais mon stratagème reposait aussi sur leur vulnérabilité mentale autant que physique. Une fois la cible idéale repérée, j'attendais que la nuit tombe complètement sans qu'il soit trop tard. Vers 21 heures, le spectacle pouvait commencer. C'est alors que je me précipitais, paniqué, devant leur porte en les suppliant de m'aider. Je désignais ma voiture garée sur la route et prétendais qu'elle venait de tomber en panne. Puis j'inventais une excuse ridicule, comme dire que ma femme était à l'hôpital, sur le point d'accoucher, et que j'avais besoin d'un téléphone de toute urgence. Dès que les personnes âgées me faisaient entrer, je les ligotais et je dévalisais leur maison, jusqu'au dernier objet de valeur. Je ne volais jamais rien de sentimental, et je faisais absolument tout mon possible pour ne pas les blesser. Leur faire du mal ne faisait jamais partie du plan. Je voulais seulement les voler. Maintenant que vous savez quelle ordure j'étais à cette époque, je vais vous raconter la nuit où ce petit jeu a failli me coûter la vie. Tout avait commencé exactement comme d'habitude. J'avais trouvé mes cibles et je me préparais à passer à l'action. J'ai garé ma voiture devant la maison. Peu après 21 heures, je comptais raconter au vieux couple mon mensonge habituel. Ma femme était enceinte et ma voiture était tombée en panne. Malheureusement, cette histoire fonctionnait à chaque fois. L'emplacement de la maison joue un rôle crucial dans cette histoire, alors je vais essayer de vous le décrire au mieux. Cette maison était pratiquement la seule sur toute la route. La demeure la plus proche devait se trouver à environ 3 minutes en voiture. La façade donnait presque directement sur la route. Il n'y avait pratiquement pas d'allée. Le couple possédait un vieux pick-up, mais il était garé dans l'herbe. Sur le côté de la maison, derrière la maison s'étendait une forêt dense, aussi loin que le regard pouvait porter. Connaître parfaitement les lieux était essentiel pour mon stratagème, car si quelque chose tournait mal, je devais immédiatement savoir quelle serait la meilleure voie de fuite. Comme cette maison n'avait quasiment ni jardin, ni véritable allée devant elle, mon plan d'évasion semblait très simple. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai pris mon air le plus convaincant et j'ai couru jusqu'à la porte. J'ai commencé à frapper violemment en criant à l'aide. Une vieille femme a ouvert la porte. Elle n'avait pas l'air effrayée ni inquiète le moins du monde. Pas une once de panique sur son visage. Avec un calme presque inquiétant, elle m'a demandé quel était le problème. Je me suis mis à expliquer frénétiquement que ma femme était à l'hôpital sur le point de mettre au monde notre premier enfant et que ma voiture était tombée en panne. J'avais absolument besoin d'appeler quelqu'un à l'aide. La femme esquissa un sourire étrange. Il lui manquait presque toutes ses dents. Elle posa sa main sur mon épaule et m'invita à entrer.
Son attitude me mettait profondément mal à l'aise. D'habitude, les gens que j'essaie de piéger à ce stade paniquent complètement et cherchent désespérément à m'aider. Mais pas cette femme. Toujours aussi souriante, elle me conduisit dans le salon, juste à droite de la porte d'entrée. D'une voix glaçante, elle me dit de ne pas m'inquiéter, que tout irait bien. C'est précisément à ce moment-là qu'un homme gigantesque entra dans la pièce. J'exagère être un peu en disant gigantesque, mais il était vraiment immense. Il devait mesurer plus d'1,80 mètres et peser facilement près de 180 kilos. Il portait une épaisse barbe noire qui dépassait de plusieurs centimètres. Mais les deux choses les plus frappantes, c'était qu'il tenait un fusil de chasse dans les mains et qu'il était très jeune. Il ne devait pas avoir plus de 25, un peu être 30 ans. Les jeunes étaient généralement moins faciles à manipuler et je réalisais que c'était une énorme erreur de ma part. La vieille femme prit la parole et m'expliqua que c'était son fils et qu'il allait vérifier ma voiture. Avant même que je puisse répondre, elle se mit à hurler « Hank !» Puis elle ajouta que son mari, Hank, se trouvait dans la pièce voisine et qu'il m'aiderait sans aucun doute. Elle continua à appeler Hank, tandis que son fils sortait de la maison. Je commençais sérieusement à paniquer, car son fils allait vite découvrir que ma voiture n'avait aucun problème, et fuir immédiatement ne semblait pas être une bonne idée, vu qu'il se promenait avec ce fusil. Hank entra dans le salon en boitant, où je me trouvais, et il se contenta de me fixer. La vieille femme lui parla de mon problème, et Hank marmonna quelques mots incompréhensibles. C'est alors que je remarquai l'odeur. Tout s'était passé si vite, en entrant dans cette maison, que je n'avais pas réalisé à quel point. L'odeur était insupportable. Ce n'était pas une simple odeur de transpiration, c'était quelque chose de bien pire. À cet instant précis, je compris qu'il fallait partir. Je commençai discrètement à reculer vers la porte, mais Hank imitait chacun de mes mouvements. La vieille femme s'approchait elle aussi, me demandant sans cesse où j'allais. Elle répétait encore et encore, si je voulais toujours de leur aide. J'inventais un mensonge ridicule, en disant que je devais récupérer quelque chose dans ma voiture. Tous les deux continuaient de se rapprocher. Lorsque je fus à environ 2 mètres de la porte d'entrée, je bondis brusquement et me mis à courir. Pendant ma fuite, je sentis Hank tenter de m'attraper, mais ma jeunesse me permit de lui échapper. L'espace d'une seconde, j'oubliais complètement que leur fils était dehors. Toute cette scène, à l'intérieur, m'avait rempli d'adrénaline. Fuir était devenu mon seul objectif. En arrivant à ma voiture, je découvris avec horreur que les 4 pneus étaient complètement à plat. En m'approchant pour les examiner, je vis immédiatement qu'ils avaient été volontairement lacérés. Je ne comprenais plus rien. Tout cela n'avait aucun sens. Je ne voyais pas leur fils, mais j'entendis Hank crier depuis la maison que j'étais dehors et que je ne pouvais plus leur échapper. Jusqu'à présent, j'ai alors décidé de m'enfoncer en courant dans la forêt. Je sais que cela ressemble à un cliché, mais se cacher dans l'obscurité, au cœur des bois, me semblait être une bien meilleure idée que de courir sur une route complètement dégagée. J'ai sprinté profondément dans la forêt. Pendant 1 ou 2 minutes, puis je me suis caché derrière un énorme arbre pour reprendre mon souffle. Je me suis accroupi au sol, et j'ai tendu l'oreille au moindre bruit de pas. Peu de temps après, j'ai entendu de lourds pas se rapprocher de moi. Je ne pouvais plus bouger, car le moindre mouvement aurait révélé ma cachette. Je retenais mon souffle, essayant désespérément de ne pas bouger le moindre muscle. Les pas devenaient de plus en plus forts, au point de sembler juste au-dessus de moi. En tournant lentement la tête, j'ai vu, à moins de 60 centimètres de mon visage, le fils du vieux couple passer devant moi, balançant un fusil de chasse dans sa main. Je pense que la seule raison pour laquelle il ne m'a pas entendu, c'est le bruit assourdissant de ses propres pas. Je tremblais de tout mon corps lorsqu'il est passé juste à côté de moi. Par miracle, il ne m'a pas vu et a continué sa route dans l'obscurité. J'ai attendu qu'il disparaisse complètement, puis je suis pratiquement sorti de la forêt en rampant. Une fois revenu près de la maison, je me suis faufilé silencieusement jusqu'à ma voiture. À travers les fenêtres, j'ai aperçu la vieille femme, immobile, fixant la forêt avec insistance. Par chance,
Elle ne m'a pas remarqué. Je ne voyais pas Hank, ce qui m'a fait penser qu'il était lui aussi dans les bois. J'ai alors pris la décision la plus stupide de ma vie, et je n'arrive toujours pas à croire que cela ait marché. Je suis monté dans ma voiture, malgré les pneus complètement à plat, et je l'ai laissé rouler en roue libre le plus loin possible avant qu'elle ne s'immobilise. Quand j'ai entendu les jantes frotter violemment contre le sol, je suis sorti et j'ai couru vers la ville à toute vitesse. Cela m'a pris un long moment, mais j'ai finalement réussi à m'en sortir. J'ai fini par trouver quelqu'un pour remorquer ma voiture hors de cet endroit. Je n'ai jamais parlé de ce vieux couple ni au dépanneur ni à la police. Je ne voulais pas que quiconque fouille dans ma vie, une fois parti, et ma voiture récupérée, je ne voulais plus jamais penser à ces gens. Je ne saurais sans doute jamais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais je sais ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu. Leur langage corporel, cette odeur étrange, mes pneus lacérés, tout indiquait qu'il se passait quelque chose de terrible. Avec le recul, j'ai considéré cette expérience comme une gifle du destin. Peu après cet événement, j'ai commencé à changer de vie. Je ne suis pas devenu un saint. Loin de là. Je reste responsable de mon passé. Mais je ne suis plus la même personne qu'avant. Et je regrette sincèrement beaucoup de mes actes. Pour être honnête, et je pense encore aujourd'hui que ce que ces gens préparaient était bien pire. Que tout ce que moi je faisais cette nuit-là, je n'ai jamais raconté cette histoire dans son intégralité auparavant, car je n'aime pas l'image qu'elle renvoie de moi. En réalité, j'ai passé un peu plus d'un an à vivre comme un criminel. Je travaillais comme agent de sécurité de nuit dans un grand centre commercial de ma ville natale. Pour des raisons évidentes, je ne révélerai ni le nom de la ville, ni celui du centre commercial, ni aucun détail pouvant m'attirer des ennuis. Durant les premiers mois, je prenais mon travail très au sérieux. Mais une fois que je connaissais parfaitement les lieux, je me suis rendu compte que ce travail était incroyablement ennuyeux. Je surveillais les caméras de sécurité, je faisais quelques rondes nocturnes dans le concis centre commercial et je passais surtout mon temps à écouter des podcasts ou à regarder des séries sur mon téléphone toute la nuit. Honnêtement, cette routine est devenue lassante, bien plus vite que je ne l'avais imaginé. L'ennui me rongeait peu à peu. J'avais besoin d'un peu d'adrénaline, de quelque chose qui pimente enfin ma vie. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vraiment eu d'ennui. Je n'étais pas un mauvais garçon, et durant toute ma vie d'adulte, je n'avais même jamais reçu une contravention. Une nuit, alors que je surveillais les caméras, je remarquai qu'une des portes arrière n'était couverte par aucune caméra. Je ne sais toujours pas comment une telle erreur avait pu exister, mais j'étais ravi qu'elle soit là. Je devrais vous expliquer la disposition du centre commercial. Comme dans la plupart des galeries marchandes, les boutiques étaient alignées à l'avant. Mais ce qui rendait celui-ci particulier, c'était qu'à l'arrière de chaque magasin se trouvait une grande réserve, reliée directement au bureau de sécurité. Depuis ce bureau, je pouvais accéder à tous les magasins. Même si la porte d'entrée était verrouillée, je pouvais toujours entrer par les réserves situées à l'arrière. Après avoir découvert cette porte, sans aucune caméra, je me suis mis à réfléchir. Je me demandais où se trouvaient les autres angles morts. J'ai commencé à étudier les caméras avec beaucoup plus d'attention, en notant soigneusement tous les angles morts que je découvrais. Pendant mes rondes nocturnes, je me rendais dans ces endroits invisibles, et je faisais quelque chose de ridicule, comme un pas de danse. Puis je retournais au bureau pour revoir les enregistrements. Si l'on ne pouvait pas me voir danser, je savais que cet endroit était un véritable angle mort. Je notais alors l'emplacement exact dans mon téléphone. Une fois tous les angles morts répertoriés, l'ennui est revenu. Je me suis alors demandé comment exploiter ces endroits invisibles, ainsi que cette porte arrière. J'ai commencé par quelque chose de simple. Je suis entré dans un magasin et j'ai pris une casquette, posée sur un présentoir dans un angle mort. J'ai ouvert la porte arrière et caché la casquette dans une boîte à l'extérieur. En quittant mon service ce matin-là, je suis revenu en voiture pour récupérer discrètement la boîte. La nuit suivante, j'ai revu les images du moment où j'avais pris la casquette. À ma grande surprise, aucune caméra ne m'avait filmé. Je me suis alors convaincu que j'avais perfectionné
l'art du vol parfait. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant très longtemps. À un moment de chaque service, je volais quelque chose simplement parce que je pouvais le faire. Parfois, ce n'était qu'un simple t-shirt, sans grande valeur. D'autres fois, je repartais avec des objets beaucoup plus chers, comme une paire de baskets de luxe. Je savais bien que chaque magasin tenait un inventaire précis. Je faisais donc très attention, en choisissant soigneusement ce que je prenais. Je m'excuse pour cette longue introduction, mais elle est essentielle pour comprendre mon travail et tout ce que je faisais réellement. Puis, une nuit, pendant ma ronde habituelle, j'ai entendu quelque chose. C'était la première fois qu'un événement inhabituel se produisait. Je me sentais devenir fou. J'ai crié que j'allais appeler la police. En jouant les agents de sécurité courageux, que je prétendais être, les rires se sont arrêtés. Un instant, puis ils ont repris de plus belle. Je suis sorti du magasin en courant, et je suis retourné au bureau de sécurité. J'ai lancé les enregistrements vidéo, et je n'ai absolument rien vu. Sur les images des caméras, on ne voyait que moi agitant ma lampe torche comme un idiot en criant dans le vide. Je n'ai finalement pas appelé la police, car je comptais attraper ces gamins. Au moment où ils tenteraient de s'enfuir, je connais tous les angles morts du système de vidéosurveillance, mais eux, c'était impossible qu'ils les connaissent. J'ai affiché toutes les caméras, pointées vers ce magasin, et je les ai surveillées toute la nuit. Et étonnamment, je n'ai absolument rien vu jusqu'au matin. À l'aube, je suis retourné dans le magasin pour inspecter les lieux. Aucune trace d'intrusion, aucun signe de ces mystérieux enfants. Je me suis convaincu que mon esprit me jouait simplement des tours, et j'ai essayé d'oublier toute cette histoire. J'ai ensuite eu 2 nuits de repos. Quand je suis revenu travailler, j'ai demandé au collègue qui terminait son service, au moment où je pointais, s'il s'était passé quelque chose d'étrange ces 2 dernières nuits. Il m'a répondu que non. Cette nuit-là, j'ai décidé de retourner dans ce magasin et de me servir discrètement d'un petit cadeau. Vers 3 heures du matin, je me suis dirigé vers le rayon des baskets. Au moment où j'ai attrapé une paire de Vans neuves, j'ai entendu quelque chose passer à toute vitesse, juste derrière moi. Je suis resté figé. Dans une situation pareille, le moindre bruit inattendu vous glace le sang. J'ai crié « Qui est là ?» Mais la seule réponse, ce furent encore ces rires moqueurs. Je suis sorti de l'allée en courant, sans même lâcher les Vans que je tenais. Une fois de plus, j'ai balayé tout le magasin avec ma lampe torche. Et une fois encore, je n'ai vu absolument personne. Je criais de toutes mes forces, et je me déplaçais dans tous les sens, tenant les baskets d'une main et la lampe torche de l'autre, en avançant avec agressivité. Je suis arrivé dans un coin du magasin. Soudain, j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. Je me suis tourné vers l'allée à ma gauche, et j'ai poussé un cri. Une petite silhouette est sortie du fond de l'allée, puis m'a fait signe de la main. J'ai braqué ma lampe torche sur elle, mais elle était beaucoup trop loin. Je ne distinguais qu'une sombre silhouette. Je lui ai ordonné de rester où elle était, et je me suis mis à courir vers elle. J'ai détourné les yeux, à peine une seconde, et elle avait disparu. Je me suis mis à courir partout, comme un fou, en criant, mais impossible de la retrouver. Pourtant j'entendais toujours des rires et des pas courir tout autour de moi, puis l'une des voix parfaitement distinctes et prononcer mon nom complet. À cet instant, j'en avais assez. Je ne voulais plus passer une seule seconde dans ce magasin. J'ai couru jusqu'au bureau de sécurité. Ce n'est qu'au milieu de toute cette panique que je me suis rendu compte que je tenais encore les Vans dans ma main. Je les ai posés dans le bureau, en me disant que je les remettrais à leur place le matin. À cet instant, je voulais seulement revoir les vidéos et enfin identifier ceux qui me terrorisaient. J'ai regardé chaque seconde des enregistrements, mais on y voyait que moi courant dans tous les sens, j'avais l'air complètement fou. Le plus étrange, c'est qu'une caméra filmait précisément l'allée où j'avais vu cette silhouette, mais sur les images, il n'y avait absolument personne. Aucune trace de qui que ce soit. Ce matin-là, lorsque mon superviseur est arrivé, quand elle est arrivée, je lui ai raconté en détail tout ce qui s'était passé la nuit précédente, ainsi que les événements étranges survenus 2 nuits plus tôt. Elle a immédiatement consulté les enregistrements de vidéosurveillance, mais tout ce qu'elle a vu, c'était moi courant partout comme un fou. Elle a aussi remarqué les chaussures Vans posées dans mon bureau, et m'a demandé pourquoi. Elles se trouvaient là,
Je n'avais aucune véritable explication à lui donner. Je voyais bien qu'elle commençait à se méfier davantage de moi. Elle m'a expliqué que plusieurs boutiques avaient signalé des vols et que les vases retrouvés dans mon bureau, ainsi que mon comportement étrange, jouaient clairement contre moi. Je continuais pourtant à lui répéter que je n'agissais pas de façon irrationnelle, qu'il y avait réellement quelqu'un dans ce magasin. Je lui ai même dit que cette personne connaissait mon prénom, mais elle n'en a pas cru un mot. Elle m'a pratiquement accusé de vol sur le champ, et j'ai catégoriquement nié. J'ai démissionné immédiatement, pensant stupidement que si je ne travaillais plus là, je ne pourrais plus être impliqué dans cette affaire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai raisonné de cette manière. Finalement, une enquête a été ouverte sur les vols et non sur les mystérieux intrus que j'avais signalés. Étrangement, je n'ai jamais été arrêté et personne n'a été inculpé. Avec le recul, je me demande parfois si je n'étais pas devenu fou, si je n'avais pas imaginé des choses qui n'existaient pas. Pourtant, je n'avais jamais eu auparavant d'hallucinations. Et depuis cette histoire, je n'ai plus jamais rien vu ni entendu de semblable. Mais je sais parfaitement ce que j'ai vu. Je sais que je ne peux rien prouver. Et je sais que cela paraît complètement insensé. Mais je suis convaincu qu'il y avait bien quelqu'un devant moi. Je suis certain que quelqu'un jouait avec mes nerfs. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment cette personne connaissait mon prénom. Cher Mr. Nightmare, je regarde vos vidéos depuis de nombreuses années. Certaines des histoires que vous racontez m'ont rappelé une période sombre de ma propre vie. Je n'en suis absolument pas fier. Mais je pense que vos abonnés trouveraient intéressant d'entendre cette histoire, racontée du point de vue du méchant. C'est précisément pour cette raison que je préfère rester totalement anonyme. Avant tout cela, je ne me considérais pas comme une mauvaise personne. Je restais dans mon coin, j'allais en cours, je faisais ce que j'avais à faire, puis je rentrais chez moi. J'ai toujours été très maladroit socialement et je n'avais pratiquement aucun ami. Pourtant, cela ne m'avait jamais vraiment dérangé, car c'était devenu normal pour moi pendant toute ma scolarité. Puis un jour, on m'a associé à une fille pour préparer un exposé. Je l'appellerai Emily. Elle était simple, sympathique et très facile à aborder. C'était le genre de personne qui rend les travaux de groupe agréables. La première fois que nous nous sommes retrouvés à la bibliothèque, nous avons travaillé environ 1 heure sur le plan de notre présentation. Mais très vite, je me suis surpris à observer des détails qui n'avaient absolument rien à voir avec le projet. Sa façon de parler, d'écrire les plus petites choses chez elle. J'ai compris presque immédiatement que je tombais sous son charme. Après cela, nous avons échangé nos numéros pour rester en contact au sujet de l'exposé. Cela aurait dû s'arrêter là. Mais ce soir-là, je l'ai recherché sur Internet. Ce n'était pas difficile. Après avoir enregistré son numéro, Snapchat me l'a automatiquement suggéré parmi mes contacts. C'est ainsi que j'ai découvert son nom. Je n'avais aucune idée du quartier où elle habitait. J'ai fini par aller beaucoup trop loin lorsque j'ai cherché. Comment retrouver l'adresse de quelqu'un à partir de son numéro de téléphone. Et j'ai réalisé à quel point c'était facile. Une fois son adresse trouvée, je suis passé devant sa maison une première fois, puis je suis revenu. En ralentissant, une lumière était allumée à l'étage, et je me demandais si c'était sa chambre. J'ai remarqué une voiture rouge garée devant la maison. J'étais presque certain que c'était la sienne, car elle portait un autocollant de stationnement de notre université. J'aurais dû m'arrêter là, mais je suis devenu obsédé par le fait de l'espionner. C'est vite devenu une habitude. 2 ou 3 soirs par semaine, je restais toujours dans ma voiture, en me persuadant que je ne dépassais pas les limites, alors qu'en réalité, je les avais franchies depuis longtemps. Un soir, j'étais garé un peu plus loin dans la rue, lorsque j'ai vu les stores de la fenêtre de l'étage bouger légèrement. J'ai aperçu quelqu'un qui observait à travers la fenêtre. Impossible de savoir si c'était elle, mais quelqu'un me regardait bel et bien. La panique m'a envahi. Je me suis dit qu'elle, ou un membre de sa famille, m'avait enfin repéré. Je suis reparti immédiatement, ce qui a probablement rendu la scène encore plus suspecte. Pendant tout le trajet du retour, je n'ai pas réussi à penser à autre chose. Le lendemain en cours, Emily s'est comportée comme si de rien n'était. Mais à un moment,
elle a fait une remarque qui m'a glacé le sang. Elle a évoqué discrètement certains garçons de l'université qu'elle trouvait inquiétants et a dit qu'elle faisait face à un harceleur. Je n'ai pas osé lui demander davantage, car j'avais trop peur qu'elle parle de moi. Après cela, je ne suis plus jamais retourné près de chez elle. J'ai aussi arrêté de consulter son profil aussi souvent. J'étais persuadé qu'elle avait compris et je ne voulais pas aggraver les choses. C'est alors que tout a commencé à devenir vraiment terrifiant. À cette époque, je vivais dans l'ancienne maison de mes grands-parents, transmise à mes parents après leur décès. Et j'y vis toujours aujourd'hui. J'étais seul. Un soir, vers 21 heures, j'étais dans ma chambre lorsqu'un bruit a retenti dehors, comme un léger frottement contre la fenêtre. Ce n'était pas quelqu'un qui tapait du doigt sur la vitre. On aurait plutôt dit quelqu'un qui se collait contre la fenêtre pour essayer de regarder à l'intérieur. J'étais paralysé par la peur et je n'ai pas osé aller vérifier. La nuit suivante, cela s'est reproduit. Mais cette fois, le bruit venait d'un autre côté de la maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un hasard. Et ce n'était que le début. J'ai commencé à distinguer des silhouettes à travers les stores, comme quelqu'un qui se tenait beaucoup trop près de la fenêtre. Je ne voyais jamais assez clairement pour reconnaître la personne, mais suffisamment pour savoir qu'une ou plusieurs personnes tournaient autour de ma maison. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais ouvert complètement les stores. Je restais enfermé dans ma chambre, portes verrouillées et lumières éteintes. Cette situation a duré plusieurs jours. J'ai complètement arrêté d'aller en cours et je sortais à peine de ma chambre, uniquement lorsque c'était absolument nécessaire. J'étais convaincu que quelqu'un cherchait à vérifier si j'étais chez moi. J'ai commencé à dépenser le peu d'argent qu'il me restait pour me faire livrer, de la nourriture et tout ce dont j'avais besoin, car je refusais de mettre un pied dehors. Le moindre bruit me donnait l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière ma fenêtre. Pendant tout ce temps, Émilie m'envoyait des messages pour savoir si tout allait bien, puisque je n'étais plus venu en cours et que je ne répondais plus au sujet de notre projet. L'indicateur de saisie est apparu, a disparu, puis est réapparu, avant de disparaître de nouveau. Je regardais, certain qu'elle cherchait désespérément la meilleure façon de me répondre. Quand son message est finalement arrivé, elle semblait à la fois confuse et inquiète, me demandant de quoi je parlais. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé qu'elle n'avait peu être absolument rien à voir avec toute cette histoire. J'ai essayé de faire croire que je m'étais trompé de destinataire, et, à ma grande surprise, elle n'a pas insisté. Mais dans mon esprit, les dégâts étaient déjà irréversibles. Cette nuit-là fut la pire de toutes. Il était tard. J'étais assis sur mon lit, plongé dans l'obscurité, quand la sonnette a retenti. Le son m'a fait sursauter. Je suis resté immobile quelques secondes, puis je suis descendu sans allumer la moindre lumière. Oui, je vivais dans le noir depuis plusieurs jours. Je me suis arrêté devant la porte, sans l'ouvrir, juste pour écouter. La personne de l'autre côté m'a entendu et m'a ordonné d'ouvrir. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Je lui ai répondu que je n'avais rien commandé. Le ton est devenu encore plus agressif. On m'a de nouveau ordonné d'ouvrir la porte, comme si je n'avais plus le choix. Je n'ai pas répondu. Je me suis éloigné discrètement et je suis remonté à l'étage, le plus silencieusement possible. Puis je me suis enfermé dans ma chambre. La personne a martelé la sonnette pendant près d'1 minute entière. Moi, je restais caché dans mon lit, terrorisé comme un lâche. Au bout d'1 ou 2 minutes, tout est redevenu silencieux. Je suis alors parti, chez mes parents pendant quelques jours, sans leur expliquer pourquoi. Je ne voulais pas leur avouer les choses inquiétantes que j'avais faites. Par la suite, chaque cours avec Émilie est devenu extrêmement gênant. Je n'ai jamais su si elle avait envoyé un membre de sa famille, des amis ou quelqu'un d'autre chez moi. Et si ce n'était pas elle, je n'ai toujours aucune idée de l'identité de cette personne. Quoi qu'il en soit, je ne suis plus jamais retourné près de chez elle et je n'ai plus jamais espionné ses réseaux sociaux. La personne qui venait chez moi a fini par abandonner. Après que je sois resté près de 5 jours chez mes parents, j'avais goûté à ma propre médecine et je ne voulais plus jamais revivre cela. Il y a 2 ans,
J'étais complètement perdu. Je n'avais aucun objectif, aucune direction dans la vie. J'enchaînais les emplois sans avenir. Je n'avais aucune relation et je me contentais d'exister sans véritable but. Il me manquait quelque chose. J'ai essayé de combler ce vide par toutes sortes de choses, mais je me sentais toujours vide. Puis un jour, j'ai fait quelque chose de vraiment étrange. Quelque chose qui m'a procuré une montée d'adrénaline incroyable. Je me suis introduit illégalement dans une maison, comme toutes les autres échappatoires de ma vie. Cette obsession a fini, elle aussi, par perdre tout son attrait. Peu à peu, elle est devenue banale. Cette montée d'adrénaline si étrange a fini par disparaître complètement. Le simple fait d'être à l'intérieur de ces maisons ne me procurait plus aucune émotion. Il me fallait davantage. J'ai commencé à me surnommer le voleur à l'envers. J'entrais dans les maisons pour y laisser quelque chose derrière moi. Quelque chose de discret, presque invisible, même si je ne voyais jamais. Leurs réactions de mes propres yeux, je les imaginais sans cesse. Par exemple, un jour, j'ai déposé une couverture soigneusement pliée sur le canapé du salon. Une couverture que j'avais apportée avec moi et qui n'appartenait absolument pas au propriétaire de la maison. Imaginez les conversations que cela allait provoquer me remplissaient d'une excitation presque enfantine. J'étais comme un enfant. Les matins de Noël. Avec le recul, je réalise à quel point tout cela était dérangé. Si je rentrais chez moi et découvrais une chose pareille, je paniquerais sûrement et j'appellerais immédiatement la police. Ce jeu du voleur à l'envers est devenu toute ma vie. J'organisais littéralement toute ma semaine autour de ça. Je me suis mis à observer les gens avec une attention obsessionnelle. Une fois leurs habitudes connues, je repérais leur maison et cherchais le point faible pour y entrer. Pendant leur absence, vous seriez surpris du nombre de personnes qui cachent encore une clé sous le paillasson ou dans une fausse pierre. Ce n'était qu'une question de temps avant que je ne devienne un véritable cauchemar pour les autres. Je sombrais dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Pour vous montrer à quel point j'étais perturbé, laissez-moi vous raconter cette histoire. Un jour, j'ai laissé un gros élastique rose pour cheveux et un crayon de maquillage dans la salle de bain d'une maison. Puis je me suis caché dans un buisson à côté de la maison, attendant que le couple rentre du travail. Je voulais absolument entendre leur réaction. La femme est rentrée la première et elle était furieuse. Son mari est arrivé quelques instants plus tard et une violente dispute a éclaté. Lui n'avait évidemment aucune idée de ce dont elle parlait, mais les preuves étaient là. Imaginez rentrer chez vous et découvrir une scène pareille. Je suis certain que cela finirait très mal. J'étais devenu un petit monstre malicieux. Et, pire encore, j'adorais ça. Mais tôt ou tard, j'allais goûter ma propre médecine. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai remarqué quelque chose. Posé sur le plan de travail de ma cuisine, c'était un petit vase contenant une unique fleur jaune. J'étais absolument certain qu'il n'était pas là lorsque j'étais parti ce matin-là. À côté du vase se trouvait un mot, écrit en lettres cursives. Nous savons que c'était toi. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié toutes les serrures, mais tout semblait parfaitement verrouillé. Je ne voyais personne capable de m'avoir fait ça. J'avais pourtant toujours pris soin de ne laisser aucune trace. Cette nuit-là, je me suis enfermé dans ma chambre. Appeler la police n'était même pas envisageable. Si cette personne connaissait réellement mon identité, elle pouvait détruire ma vie. J'ai pensé retourner chez mes parents, mais je ne voulais pas affronter tout ce chaos. Cette nuit-là, j'ai longuement réfléchi à ce que j'étais devenu. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade du voleur à l'envers. Au réveil, je m'attendais à découvrir une nouvelle surprise. Heureusement, il n'y avait rien. Je suis sorti faire quelques courses, puis je suis rentré chez moi. Cette fois, une nouvelle surprise m'attendait encore. Une fois de plus, sur le comptoir se trouvait un mot, accompagné d'un oiseau mort. Le message disait « Nous venons te chercher ». À cet instant, je me suis précipité dans la chambre pour préparer un sac à toute vitesse. J'allais me réfugier chez mes parents, le temps de trouver une solution. En entrant dans la chambre, j'ai entendu un bruit étrange. Il ne venait pas de la pièce. Le son provenait de la bouche d'aération. Je me suis approché
et j'ai collé mon oreille contre la grille. Située au sol, quelque chose bougeait. Dans le sous-sol, je n'avais plus aucun doute. Quelqu'un était là-dessous. En écoutant attentivement, j'entendais des voix. Elles étaient trop étouffées pour distinguer leurs paroles. Du moins, je croyais que c'était des voix. Je me suis lentement relevé, essayant de ne faire absolument aucun bruit. Pourtant, j'étais déjà rentré depuis plusieurs minutes. J'ai pris mon sac et avancé lentement vers la porte. À chaque pas, j'avais l'impression de faire un vacarme assourdissant. Chaque fois que je croyais entendre quelque chose, je me figeais sur place. Quand je réalisais qu'il n'y avait rien, je reprenais ma marche prudente. J'ai atteint la porte d'entrée, juste à côté de celle qui menait au sous-sol. La curiosité me dévorait. Je voulais savoir qui me tourmentait et qui se cachait peut être à l'intérieur de ma maison. J'ai ouvert la porte du sous-sol. J'entendais toujours de faibles voix discuter. Cette fois, j'en étais certain. C'était bien des voix. Lorsque j'ai posé un pied sur les marches, en bois grinçante, puissant, chat et retenti, j'ai crié vers le sous-sol, mais personne ne m'a répondu. Pourtant, j'avais entendu des voix. À peine 3 secondes plus tôt, j'étais trop terrifié pour descendre, surtout s'ils étaient plusieurs. Je me suis retourné, j'ai claqué la porte du sous-sol et je suis sorti de la maison en silence. Une fois dans ma voiture, je n'arrêtais pas de regarder derrière moi, craignant qu'on me suive. Mais personne n'est apparu. Je suis allé chez mes parents et je leur ai dit que je devais rester quelques jours avec eux, prétextant que mon propriétaire réparait un problème de plomberie. J'y suis resté 1 semaine. Après tout ce temps, sans nouveau cadeau, ni nouvelles menaces, je me suis dit qu'il était peut-être temps de revenir chez moi. Je me suis précipité vers ma voiture. Je ne voulais plus rester dans cette maison 1 seconde de plus. Comme j'avais encore 1 mois avant de déménager, tout emporter immédiatement n'aurait servi à rien. J'ai reculé hors de l'allée et, au moment où j'ai passé la voiture en marche avant, j'ai aperçu quelque chose. Juste en face de chez moi, un couple d'un certain âge se tenait immobile. Ils n'étaient pas très âgés, sans doute dans la 50aine ou la 60aine. Je ne les avais jamais vus auparavant, ce qui, en soi, n'avait rien d'étrange. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que la femme m'a fait un signe de la main. J'ai alors remarqué une petite fleur jaune qu'elle tenait. Elle ressemblait exactement à celle qui avait été déposée dans ma cuisine. L'homme, lui, n'a pas bougé d'1 centimètre. Il se contentait de me fixer en silence. Je ne leur ai adressé ni un mot ni un regard. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et je suis parti. En jetant un dernier coup d'œil dans le rétroviseur, je les ai vus, toujours immobiles, à me regarder partir. En retournant chez mes parents, j'ai volontairement emprunté un long détour. Je ne les ai pas vus me suivre, mais la paranoïa s'était installée. Les semaines suivantes, j'avais peur de ma propre ombre. Le moindre bruit me faisait sursauter. À chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi, je croyais qu'il allait m'enlever. Je peux l'affirmer aujourd'hui. Cette expérience a complètement changé ma vie. Le jour où j'ai reçu cette première fleur a marqué la fin de ma vie de voleur à l'envers. À ce jour, je n'ai jamais été arrêté. Mais ce qui me trouble encore davantage, c'est que je ne sais toujours pas qui est entré chez moi, ni pourquoi. Si c'était vraiment ce couple, je peux honnêtement dire que je n'ai aucune idée de leur identité. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que le crime ne paye jamais. Tôt ou tard, on finit toujours par payer le prix de ses actes, d'une manière ou d'une autre.